Merci d'être avec nous, mesdames et messieurs. Bienvenue dans votre émission Entretien qui revient avec un nouvel invité. Il s'agit de Blaise Dibaya, chercheur en relations internationales. Monsieur Dibaya, bienvenue parmi nous. Ok, merci, bonjour, monsieur John. C'est toujours avec plaisir que nous recevons des chercheurs comme vous, des scientifiques, pour parler de la situation de l'heure en République démocratique du Congo, notamment marquée par la guerre d'agression qui nous est imposée par le Rwanda. Mais l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo n'a que trop duré. 30 ans, c'est trop. D'ailleurs, le gouvernement de la République démocratique du Congo vient de lancer une campagne congolais Téléma. Il s'agit du Front populaire, puisqu'il faudrait mettre fin à ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo pour que nous puissions vivre en paix et assurer le développement des peuples. Vous êtes un chercheur en relations internationales. Lorsque vous voyez cette situation en République démocratique du Congo, qu'est-ce qui vous vient directement à l'esprit? Oui, merci, monsieur John, de m'avoir accordé la parole. La situation qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo, en fait, il s'agit d'une guerre d'occupation et une guerre de prédation. C'est-à-dire que nous sommes en face des puissances étrangères qui sont en quête d'espace pouvant leur permettre de résoudre leurs problèmes démographiques. Mais aussi, nous avons des puissances étrangères qui sont à la recherche des ressources naturelles pour en avoir l'accès, la possession ou les contrôles, soit directement, soit par des groupes armés interposés. Et vous verrez que depuis la conférence de Berlin de 1885, en passant par l'État indépendant du Congo, par la colonisation belge jusqu'à ce jour, la République démocratique du Congo a toujours fait objet de la convoitise des puissances étrangères. Et donc, il nous est difficile de sortir donc de l'auberge? Non, il ne nous est pas difficile, mais du moins, les enjeux sont essentiellement des enjeux géopolitiques et géostratégiques. C'est-à-dire que nous devons nous mettre à la hauteur des enjeux si réellement nous voulons sortir de ces bourbiers. Nous, République démocratique du Congo. Justement. Parce que vous avez parlé des puissances qui ont peut-être des velléités d'étendre leur espace, mais il s'agit peut-être du Rwanda. Oui, en fait, il n'y a pas que le Rwanda, parce que vous savez, parce que il y a beaucoup de puissances qui opèrent en République démocratique du Congo. Et nous n'avons pas que des... Certes, les problèmes les plus importants actuellement, c'est les problèmes du Rwanda, mais du moins, nous n'avons pas que les problèmes avec le Rwanda. Puisque jadis, on parlait d'une agression rwando-burundo-ougandaise. Mais à ce jour, on a vu même au Conseil de sécurité des Nations Unies, le Burundi, qui est du côté de la République démocratique du Congo, donc qui n'est plus dans cette logique d'agression. Non, mais vous verrez que même, ça dit que sur les 9 pays frontaliers qui entourent la République démocratique du Congo, nous avons des problèmes frontaliers au moins avec 5 pays. C'est-à-dire que nous avons des problèmes frontaliers avec l'Angola. Au niveau de Kaemba, vous vous souvenez, il y a eu un moment où des territoires de Kaemba et le secteur de Mwamushiko vers Chaimbonda qui ont été annexés par l'Angola. Il y a même eu une délégation parlementaire qui est descendue sur place pour constater les faits. Et nous avons aussi des litiges avec l'Angola toujours. Au niveau de la zone économique exclusive du plateau continental, sur l'exploitation des blocs pétroliers au niveau de l'Atlantique. Et de temps à autre aussi, nous assistons à des incursions de la marine angolaise vers Mwanda. Mais ça, on n'en parle pas beaucoup. Justement, c'est l'un des problèmes. Avec la Zambie, nous avons ces problèmes frontaliers dans les Puerto, dans les Moba, dans les villages de Moliro, vers Kinyanga. Il y a eu même un moment où il y a des affrontements entre les forces armées zambiennes et les forces armées congolaises. Et nous avons également un problème frontalier avec l'Ouganda sur l'île de Rukanzi par rapport à l'exploitation des blocs pétroliers qui se trouvent à ce niveau-là. Et l'Ouganda également. Nous avons aussi des problèmes avec l'Ouganda. En fait, l'Ouganda, c'est l'île Rukanzi. Avec les Burundi, c'est l'espace Gitumba. C'est-à-dire qu'avec ces 9 pays frontaliers, le Congo est exposé à des velléités étrangères. Oui, mais apparemment, nous lançons beaucoup plus sur le front diplomatique, crier pour que les autres nous entendent et nous aident peut-être à résoudre ces solutions. Quelle devrait être
la vraie posture de la République démocratique du Congo face à toutes ces menaces? Oui, vous savez, Monsieur John, les relations internationales sont avant tout des relations d'intérêt. Et chaque État, dans ses relations avec les autres, cherche à accroître sa puissance, son intérêt national. Et cette puissance n'a pas de seuil. Cette puissance n'est limitée que par une autre puissance. Et la puissance est définie comme étant la capacité qu'a un être de produire un effet sur un autre être. Voilà. Ou cette capacité qu'a une unité d'imposer sa volonté aux autres unités. Et donc, à ce jour, est-ce que nous sommes en position d'imposer notre volonté à l'Angola, par exemple, suite à... Non, j'en arrive. Vous verrez que même Machiavel, qui est considéré comme l'un des précurseurs du courant réaliste des relations internationales dont je suis partisan, disait que le prince, dans l'exercice de sa fonction, doit s'inspirer de la ruse du renard et de la force du lion. Alors, c'est ce que Joseph Nye appelle les soft power et les hard power. Alors, les hard power, c'est ces pouvoirs de coercition militaire et économique. C'est-à-dire qu'un État peut arriver à exercer son influence dans les relations internationales grâce à ses capacités économiques, ses capacités militaires et ses potentialités économiques. Voilà. C'est ça qu'on appelle les hard power. Mais les soft power, c'est ces pouvoirs doux, ces pouvoirs non coercitifs, c'est ces pouvoirs d'attraction, de persuasion, cette capacité d'influence et qui se matérialise par la diplomatie, la culture, l'art, la musique, la gastronomie et autres. Alors, il y a ce qu'on appelle les smart power, c'est-à-dire cette puissance d'intelligence. C'est la combinaison du soft power et du hard power. C'est-à-dire que nous devons mettre en action ces deux types de puissance. C'est ce que Machiavel a appelé la ruse du renard et la force du lion. C'est-à-dire que nous devons activer tous les éléments constitutifs de la puissance. Parce que la puissance est multidimensionnelle, elle est intégrale. C'est ce que moi j'appelle une planification stratégique intégrale, avec ambition à l'échelle régionale, avec des réformes profondes pour l'ascension d'une puissance émergente congolaise. C'est-à-dire que nous devons activer l'élément politique, l'élément géographique, l'élément économique, l'élément démographique, l'élément militaire, l'élément culturel, l'élément technologique et scientifique et l'élément idéologique. C'est en fait la conjugaison de tous ces éléments que nous pouvons nous en sortir de ces bourbiers. Et voilà, mais pour y arriver, et les réformes que vous proposerez par exemple pour qu'on puisse y arriver, il faudrait au moins combien de temps? Oui, mais nous n'avons pas le choix parce que vous savez bien, pour faire des omelettes, il faut casser les œufs. Ça dit que nous sommes à un moment où la République est en danger. La République est menacée. Mais pourquoi avoir perçu ce danger seulement lorsque nous avons été agressés ou bien lorsque nous avons vu la plupart de nos territoires nous échapper? Oui, parce que quelque part nous avons été distraits. Parce qu'Aimé Césaire disait qu'une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes qui suscitent son fonctionnement est une civilisation décadente. Une civilisation qui choisit de fermer les yeux à ces problèmes cruciaux est une civilisation atteinte. Et même j'ai renchéri Charles Darwin dans sa théorie sur l'évolution des espèces, qui disait que certaines espèces animales ou humaines qui seraient incapables de conquérir leur nourriture ou de s'accaparer des femelles seraient naturellement éliminées, laissant ainsi la place aux espèces résistantes capables de s'adapter aux nouvelles conditions d'existence et transmettre leurs traits à leurs descendants. C'est-à-dire que le Congo doit s'adapter aux nouvelles conditions d'existence. Sinon, le Congo risquera de disparaître. Parce que vous savez qu'avec tous ces pays frontaliers qui nous entourent, les menaces seront toujours inhérentes. Et lorsqu'il y a déjà la présence d'intérêts, cela suppose qu'il y a des conflits permanents, il y a la compétition, il y a la rivalité de différentes puissances. Alors, nous pouvons mettre fin à ces vérités étrangères que par l'émergence d'une puissance congolaise. Oui. Et l'émergence de cette puissance congolaise, c'est un travail qui doit aussi se faire, hein, parce qu'à l'allure actuelle, nous devons aussi peut-être envisager, peut-être pour nous en sortir,
une certaine négociation, mais en position de faiblesse. Alors pourquoi comment est-ce qu'il nous sera possible de mettre en place un pareil programme de sortie à long terme de crise? Oui, non, c'est-à-dire quoi, quand je parle d'une planification stratégique intégrale, c'est-à-dire que nous devons activer tous les éléments constitutifs de la puissance. À ce stade, c'est-à-dire que nous sommes appelés à la résistance et à la réorganisation. Voilà. Et quand j'ai cité les éléments... Donc à ce stade, d'abord, nous sommes appelés à la résistance. À la résistance, effectivement. Parce que lorsqu'une puissance dominée pose une action, une puissance dominante pose une action sur une puissance dominée, c'est-à-dire qu'il attend du résultat. Oui. C'est soit l'obéissance, soit la soumission. Okay. Et encore soit la désobéissance ou la résistance. Okay. Ou encore c'est une radicalisation du comportement. Cette puissance dominante également aussi, elle va aussi user de la répression. Par exemple, c'est ce qu'on est en train de voir dans les zones occupées, d'après ce qu'on nous dit. Oui, ça c'est le mode opératoire. C'est-à-dire que ces puissances peuvent recourir à toutes sortes de modes opératoires, même à travers des groupes armés interposés, ou même par des puissances étrangères, des puissances voisines. Okay. Là, ce sont des modes opératoires que les puissances étrangères choisissent pour mettre en application leur plan. Ouais. Mais maintenant, là, nous, à notre niveau, parce que la responsabilité est avant tout congolaise, c'est-à-dire que sur le plan politique, par exemple, il nous faut des réformes. Okay. Nous devons avoir des institutions stables, institutions légitimes, institutions fortes. Cela suppose que nous devons travailler pour la consolidation d'un état de droit. Mais on parle aussi du problème de légitimité jusqu'à ce jour en République démocratique du Congo. Pourtant, à partir de la Constitution de 2006, on devait résoudre ce problème de légitimité. Nous en sommes à un 3e cycle électoral. Est-ce que ce problème de légitimité continue à se poser? Parce que cela est évoqué par certains politiques. Donc nous devons travailler et nous devons continuer à travailler. Ça dit que même tous les pouvoirs, la séparation des pouvoirs telle que prônée par Montesquieu, par exemple, les pouvoirs exécutifs, les pouvoirs législatifs, les pouvoirs judiciaires, c'est-à-dire que cette séparation doit s'appliquer. Et nous devons travailler pour une redistribution équitable du revenu national. Nous devons bannir les inégalités sociales, lutter contre la fraude, la corruption, les détournements, mais aussi les trains de vie des institutions. Là, c'est sur le plan, c'est l'élément politique. Et quand je parle de l'élément géographique, vous savez que le Congo est situé au centre de l'Afrique. Ça dit que c'est pratiquement les courroies de transmission entre l'Afrique méridionale et l'Afrique australe, mais aussi entre l'Afrique occidentale et l'Afrique orientale. Et comme le disait Franck Fanon, l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve en République démocratique du Congo. C'est-à-dire qu'avec ces 9 pays frontaliers, c'est aussi une opportunité pour le Congo de se développer à travers des échanges commerciaux entre ces différents voisins. Et au-delà de cet élément, de ces 9 pays frontaliers, nous avons un État d'une superficie de 2 345 000 km². C'est le 2e pays le plus vaste d'Afrique après l'Algérie. C'est-à-dire que nous avons de l'espace nécessaire pour développer l'agriculture, l'élevage, et créer des zones économiques spéciales et aussi créer de nouvelles agglomérations. Et pour mettre tout ça en musique, il faudrait aussi un leadership puissant. Oui, j'en arrive. Ça, j'étais sur l'élément économique et l'élément géographique. Donc, au-delà de la situation géographique, nous avons l'élément géographique, mais aussi, parce que l'élément géographique comprend plusieurs composantes. Nous avons toutes ces ressources naturelles qui regorgent la République démocratique du Congo. Voilà. Nous avons près d'une 50aine de minéraux recensés. Nous avons les cuivres, les cobaltes, les coltans, les zincs. Et on apprend que ce sont des millions et des millions de dollars américains que les agresseurs sont en train de se faire par jour sur le sol congolais. Mais pourquoi est-ce que nous, qui avions cette possibilité d'extraire tous ces millions de dollars américains le jour dans ces zones occupées, nous n'avons pas pu assurer le développement de ces contrats? Oui, c'est ça que je suis en train de révéler. C'est-à-dire que nous devons exploiter toutes ces ressources naturelles au bénéfice de la République démocratique du Congo, parce qu'elles nous appartiennent. Et nous avons même un réseau hydrographique très important. Toujours, je suis dans l'aspect géographique. Et nous avons les fleuves Congo et plusieurs rivières et des lacs. Ça dit que nous avons un réseau navigable de près de 14 500 km. Ça dit que le Congo et ses affluents, les Kasaï, la Lomami, le Bangui, vous avez la Lomami, la Ruimi. Donc,
tous ces affluents du fleuve Congo sont des facteurs de développement que nous devons exploiter. Oui. C'est-à-dire de Kinshasa, quelqu'un peut arriver à Kisangani, en passant par Kwamutu, et Bandaka. si nous-mêmes, nous n'exploitons pas ça, vous êtes un chercheur en relations internationales, les autres peut-être se disent que voilà, puisque eux-mêmes ils ne ressentent pas l'intérêt ou bien ils n'ont pas la possibilité de les exploiter, ce sont des nous allons atouts. peut-être les faire à leur place. Est-ce que cela est permis en relations internationales? Non, ce sont des aller chez l'autre, profiter de ce qu'il a, que lui ne transforme pas. Bon, vous savez que les États sont comme des monstres froids, qui n'ont ni d'amis, qui n'ont que des intérêts à défendre. Oui. Et chaque État, dans ses relations avec les autres, cherche à accroître son intérêt national. Okay. Donc, il n'y a pas de gratuité dans les relations internationales. Vous comprenez? Ce n'est pas de gaieté de cœur que nous non, avons les Chinois ici. Ce n'est pas de gaieté de cœur que nous avons certains Français ici. Non, ça dit que même... Ça dit quoi? Parce que la géostratégie elle-même, même la géopolitique se définit comme étant l'étude des rivalités des pouvoirs sur des territoires. Ça dit que des États se combattent sur des territoires. Oui. Et l'État dans l'espace reste l'acteur principal de la géopolitique. Oui. Et même la géostratégie elle-même se définit comme étant la fabrication des espaces par la guerre. Oui. Ça dit que les États, parce que vous êtes sans ignorer que d'abord, même ces ressources naturelles sont inégalement réparties à travers le monde. Oui. Et même les États n'ont pas la même dimension à travers le monde. Peut-être que nous avons eu la chance d'avoir un État vaste, mais d'autres n'en ont pas. C'est-à-dire que lorsque vous avez un État grand, comme la Chine, comme la Russie, c'est un atout. Et nous devons en tirer profit. Et ceux qui n'en ont pas sont à la recherche de l'espace. Mais ils doivent construire des usines. Ils doivent développer leur agriculture, l'élevage et autres. Donc, mais ils n'ont pas d'espace. Intellectuellement parlant, scientifiquement parlant plutôt, nous n'avons pas à être surpris de cette guerre d'agression qui nous est imposée. C'était à nous de nous préparer. Justement, mais vous savez qu'en tant qu'État, parce que parmi tous ces éléments-là, par exemple, l'élément militaire, nous sommes entourés de 9 pays frontaliers, mais nous avons des litiges frontaliers avec 5 pays. Mais nous devions nous préparer en conséquence. C'est-à-dire que vous savez que même les litiges... Et mieux se préparer, c'est surtout sur le plan militaire. Nous devons avoir une armée forte et républicaine. D'abord, on doit commencer par améliorer les conditions sociales de nos militaires, la prise en charge du soldat. Parce que Raymond Aron disait toujours que l'État n'a que deux représentants dans les réseaux internationaux, c'est les diplomates et les soldats. Oui. Lorsque l'un échoue et l'autre entre en action. C'est pour paraphraser un peu Clausewitz qui disait que la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. Okay. C'est-à-dire, lorsque les négociations échouent, c'est les soldats qui doivent entrer en action. Mais il est anormal que d'un côté, on entretienne un acteur qui est le diplomate et négliger l'autre qui est les soldats. Voilà. Vous comprenez? Et quand je parle du diplomate, c'est au sens général, au sens large. C'est-à-dire en commençant par ce que nous appelons les organes centraux des relations internationales, c'est-à-dire le président de la République, la première ministre, le ministre des Affaires étrangères, et les organes extérieurs, qui sont nos différentes missions et représentations diplomatiques à l'étranger. Ce sont là ce sont eux qui sont les représentants de l'État à l'étranger. Nous avons des côtés les soldats. Alors, eux agissent par voie de diplomatie. Lorsque la diplomatie échoue, c'est maintenant les soldats qui doivent entrer en action. Mais les soldats doivent être préparés. C'est-à-dire qu'ils doivent avoir son approvisionnement en équipement militaire moderne. Il doit être bien formé. Vous comprenez? C'est ça le problème. Vous verrez même à travers le monde, toutes les grandes puissances déboursent des sommes colossales pour des dépenses militaires. Ce n'est pas pour s'amuser. C'est parce qu'ils savent qu'à tout moment, des menaces étrangères peuvent surgir. Et nous devons avoir une armée forte et républicaine. Une armée disciplinée, bien encadrée, bien organisée et bien payée. C'est-à-dire que la prise en charge du soldat doit se faire comme il se doit si effectivement nous voulons mettre fin à toutes ces velléités étrangères. Donc, quelque part aussi, voilà pourquoi il y a aussi certains analystes qui estiment qu'il y a une grande part de la République démocratique du Congo elle-même dans ce qui est en train de nous arriver à l'est de la République démocratique. Nous devons nous assumer, chers frères. Nous devons les reconnaître. Nous avons failli, quelque part, parce que nous assistons à un État en déliquescence. Ça veut dire nous avons des services de renseignement.
ces services de renseignement doivent être équipés. Mais ils doivent être organisés, ces agents doivent être payés. C'est pourquoi je prône pour une redistribution équitable du revenu national. Oui. Ça dit que nous pouvons, avec ces ressources supplémentaires... La justice distributive. Hein. Justement, ces ressources supplémentaires peuvent nous permettre d'organiser notre politique de défense et faire face à des velléités étrangères. Parce que, qu'on le veuille ou pas, aussi longtemps que le Congo sera aussi vaste, aussi longtemps que le Congo régorgera ses ressources naturelles, dont la plupart sont qualifiées de stratégiques, la paix ne peut être envisagée par ce que j'appelle la formulation d'une planification stratégique intégrale. C'est-à-dire que nous devons arriver par là, si nous voulons vivre en paix. Parce qu'ici, nous sommes dans une situation où il y a des intérêts. Et il y a présence de plusieurs acteurs. Il y a rivalité des pouvoirs. Il y a compétition des puissances. C'est-à-dire que dans cette course-là, il faut absolument s'émerger en puissance pour faire face aux autres. Oui. Et même dans la théorie des puissances, il existe une hiérarchie des puissances. C'est-à-dire quoi? Nous avons ce qu'on appelle les superpuissances. Nous avons des grandes puissances. Nous avons des puissances moyennes ou régionales. Nous avons les États faibles ou les États simples. Donc les États faibles qui veulent aussi devenir des puissances moyennes. Oui, c'est-à-dire que oui. Et puis progressivement. Les États faibles sont encore ces États qui sont au niveau de se battre sur l'intégrité territoriale, sur la souveraineté, sur les dépendances. Mais c'est-à-dire qu'il y a toute une classification. Mais c'est le fruit d'un travail. La Chine, à un moment, était un État faible. Mais elle est devenue émergente, mais elle se bat pour devenir une grande puissance actuellement. Et c'est le fruit d'un travail. C'est-à-dire qu'il faut des réformes sur tout le plan. Sur le plan... Donc jusque-là, la Chine n'est pas encore une grande puissance. Non, disons, on peut parler d'une grande puissance, mais elle était avant une puissance moyenne. Mais le travail, c'est le fruit d'un travail. Ce n'est pas par une baguette magique. C'est-à-dire que c'est le fruit d'un travail. Nous aussi, les Congo, rien n'est perdu. Il est question de nous mettre au travail, de prendre conscience. Et j'en appelle au sens des responsabilités et à la prise de conscience collective. Nous devons prendre du danger qui guette la République démocratique du Congo. Sinon, ce pays risquera de disparaître un jour si nous continuons à les gérer de manière un peu complaisante. De la manière dont c'est-à-dire les enjeux sont des enjeux géopolitiques et géostratégiques. Et aussi parce que vous savez que ces ressources naturelles sont inégalement réparties à travers le monde. Et ils sont limités. Voilà, je vous ai très bien suivi. Nos téléspectateurs également, ainsi que nos auditeurs. Alors, à ce stade, pour nous sortir immédiatement de cette crise actuelle, surtout marquée par cette guerre d'agression et plusieurs villes qui sont déjà entre les mains des envahisseurs. Quelle est l'attitude que nous devons prendre? Nous lancer comme ça dans des négociations en position peut-être, entre guillemets, j'ai dit, de faiblesse. Ne trouvez-vous pas que nous risquons encore de brader davantage notre avenir? C'est vrai, vous avez parlé de la résistance. Quelle forme un peu accordez-vous à cette résistance? Non, la résistance suppose que nous devons faire preuve de restrictions dans la gestion. Nous devons faire preuve d'austérité dans la gestion. Nous devons prendre conscience de cette situation, de cette crise, de cette guerre d'agression, cette guerre d'occupation, cette guerre de prédation. La prise de conscience nous devons nous organiser. Dans un contexte où, comme je l'ai dit aussi, que l'agresseur justement vient aussi avec la répression. Lorsque nous devons résister, c'est comme la campagne qu'a lancée le gouvernement congolais Téléma. Il ne faudrait pas laisser partir ta patrie, il faudrait faire barrière à l'avancée de cette volonté de l'agresseur de prendre notre espace, notre territoire. Mais nous allons résister jusqu'à quand? Qu'est-ce que nos populations, par exemple des territoires occupés, peuvent avoir comme attitude dans cette résistance? Bon, moi, personnellement, je suis contre ce genre de campagne. Aucun pays au monde n'a gagné une guerre par ses affiches. Et nous devons plutôt... En fait, il faut des réformes profondes.
nous devons faire des états généraux des forces armées, des services de sécurité et trouver des solutions idoines. C'est-à-dire que nous pouvons peut-être décider de reculer pour mieux sauter. Non, c'est-à-dire, là où nous sommes limités, nous nous organisons. Oui. Et il faut des préalables. Pour prendre d'abord des mesures pour contenir d'abord cette... Justement, et chercher à récupérer les territoires conquis. Oui. Nous devons nous organiser. Et ce n'est pas de simples discours où on voit nos ressortissants de tel, moi, monsieur tel soutient la... Non, non, ce n'est pas comme ça. Dès maintenant, déjà, il faudrait réformer notre armée. Justement, la chaîne de commandement. Les militaires, comme il se doit. La chaîne de commandement et les services de sécurité. Oui. Parce que quelque part, nous devons reconnaître qu'il y a eu défaillance. Oui. Mais nos services de sécurité n'ont pas peut-être les moyens qu'il faut pour... Justement, nous devons mettre à leur disposition des moyens nécessaires pour permettre à la République démocratique du Congo de se défendre. Et nos forces armées, nous devons leur doter de ces moyens nécessaires. Et entre-temps, prévoir la prise en charge du militaire de manière intégrale. Non, de manière intégrale. Il ne faudrait pas que le militaire puisse encore avoir des soucis de famille. Non. Ma fille a été renvoyée de l'école, mon enfant est malade, tout ça. Voilà. Mais logiquement, en principe, les dépendants des militaires doivent être pris en charge par le Effectivement. Donc nous devons tabler sur toutes ces questions-là. Ce n'est pas fait. Moi, j'aurais même souhaité, même s'il y avait dialogue, mais parce que nous connaissons dans notre pays, quand il y a un dialogue, c'est pour partage des postes, qui sera ministre des budgets. Voilà. Mais ce n'est pas ça. Moi, j'aurais souhaité même qu'il y ait un dialogue scientifique, que nous puissions proposer des résolutions. Mais pour ailleurs, les hommes de science sont écoutés. Ce sont eux qui proposent des orientations aux dirigeants. C'est parce que vous, les hommes de science, vous-même, vous êtes compromis. Déjà, depuis le maréchal Mobutu, il a plus recouru aux universitaires. Nous avons vu également des grands professeurs d'université se compromettre lorsqu'ils sont dans le pouvoir. Oui, mais vous savez, M. John, scientia splendide conscientia. C'est-à-dire que la science, lui, avec la conscience. Et qu'on se reconnaisse. Parmi l'un des éléments, d'ailleurs, qu'on suive la puissance, il y a ce qu'on appelle l'élément technologique et scientifique. Mais quelle est la qualité de notre science? Quelle est la qualité de notre enseignement? L'enseignant lui-même, il doit être pris en charge. Et les infrastructures académiques et scolaires. C'est-à-dire que l'État doit travailler sur tout ça. Avons-nous des centres de recherche ici? Est-ce que l'État finance-t-il des recherches scientifiques? C'est pourquoi j'ai dit à un certain moment de cette émission que peut-être le fossé est très profond. Oui. Voilà pourquoi je vous ai demandé, pour toutes ces réformes, il faudrait au moins un minimum de combien de temps? Non, mais c'est-à-dire quoi? Nous connaissons des pays qui sont passés par des bons problèmes que nous. L'Inde, la Chine, le Brésil ont connu les mêmes problèmes que même l'Afrique du Sud. On connaît les mêmes problèmes que nous. Mais c'est le fruit d'un travail. Mais nous devons prendre maintenant conscience du danger qui nous guette. Nous ne devons pas continuer à vivre comme avant. Parce qu'à l'allure où vont les choses, nous risquons d'assister à la disparition de l'État congolais. Oui. Parce que c'est un État qui est menacé. Et c'est d'ailleurs ce que disent aussi les évêques catholiques. Oui, mais l'État est menacé. Nous devons prendre conscience, mon cher frère, parce que nous n'avons que l'État congolais, comme ces pays, et nous aurons une responsabilité devant l'histoire et devant Dieu, qui nous a dotés d'un pays aussi riche, et que nous avons été incapables de pouvoir l'honorer. Vous savez, mais aujourd'hui, par exemple, il y a un élément, l'élément démographique. Nous avons à peu près 102 millions d'habitants. Sur le plan quantitatif, c'est très important, parce que ce sont des ressources humaines. C'est une main-d'œuvre nécessaire qui peut servir dans l'agriculture, dans l'élevage, dans l'armée, qui peut fournir des cadres. Mais maintenant, nous devons nous poser des questions sur sa qualité. Mais quelle est la qualité de la population congolaise? Parce que la démographie peut être un facteur de développement pour un pays, comme aussi un obstacle lorsqu'elle n'est pas de bonne qualité. Parce que les dirigeants sont tirés dans la population. Et lorsque la population n'est pas de bonne qualité, les dirigeants ne seront pas aussi de bonne qualité. Mais il faut que cette population soit en bonne santé. Il faut qu'elle soit nourrie. Il faut qu'elle soit instruite, civilisée. Il faut qu'elle soit éduquée. Tout ça, donc nous devons tabler sur toutes ces questions-là. C'est l'élément démographique. C'est-à-dire que nous devons tabler sur cet aspect-là pour que nous ayons une population de bonne qualité pouvant contribuer au développement de la République démocratique du Congo.
Parmi les auteurs que vous avez cités, j'étais en train de vous attendre peut-être aussi évoquer Julien Freund qui a parlé du moyen politique, la ruse ainsi que la force. Vous avez peut-être développé par rapport à la force. La ruse, c'est vrai, tout ce qui entend diplomatie, tout ça. Mais c'est-à-dire lorsque un État se retrouve dans une position comme la nôtre, en quelque sorte, du point de vue ruse, nous avons peut-être été doublés. Bon, ça dit que, en principe, quelque part, nous n'avons pas... Parce que nous devrons créer l'équilibre de puissance. Ça dit que nous devions avoir des alliances. C'est comme si cette guerre venait nous réveiller. Effectivement, nous devions avoir des alliances de coopération militaire, des alliances stratégiques. Parce qu'à un moment donné, c'est comme si nous nous sentons seuls. Il n'y a que l'Afrique du Sud qui a tendance... Mais c'est comme si nous avons aussi peur de nous défaire des partenaires traditionnels. C'est ça, en fait, nous devons changer notre fusil d'épaule. Est-ce que cette peur est-elle justifiée? Le Burkina Faso l'a osé et je crois que ça va. Et nous devons changer parce qu'apparemment, parce que quelque part, quand vous voyez les Rwandais qui nous agressent, et nous, la République démocratique du Congo, nous avons pratiquement les mêmes partenaires. Ce sont les Occidentaux. Alors que nous pouvons changer. Mais qui font beaucoup plus le choix du Rwanda que de la RDC. On évoque notamment le problème de gouvernance. Il y a un sérieux problème de bonne gouvernance. Oui, là je parlais d'éléments politiques, c'est-à-dire que nous avons beaucoup à corriger sur le plan politique. Et j'ai cité un certain nombre de critères que nous devons corriger. Mais qu'à cela ne tienne, nous devons en fait chercher désormais à créer ce qu'on appelle l'équilibre de puissance. Nous devons nous allier avec certaines puissances, signer des accords de coopération militaire et espérant que ces puissances, un jour, pourront venir nous assister en cas d'agression. Parce qu'apparemment, nous nous retrouvons seuls. Nous nous retrouvons seuls et nous n'avons pas de soutien extérieur. Nous nous retrouvons seuls parce que nous-mêmes, nous estimons que nous sommes seuls, ou bien, puisque le président Macron, quand il était ici, il nous a fait cette reproche. Depuis un certain temps, nous sommes incapables d'assurer la sécurité à nos frontières. Oui, mais mon cher frère, nous devons aussi reconnaître quelque part la faiblesse de l'État congolais. Nous avons été incapables, depuis l'indépendance jusqu'à ce jour, à nous doter d'une armée forte et républicaine. Et nous avons été incapables de nous doter des institutions. Mais on parle stables. quand même de l'armée de Mobutu, qui était à ce moment une armée puissante, qui allait dans toutes les interventions. Oui, à un moment donné, dans ses débuts, Mobutu toujours, en fait, bien qu'il y ait une armée forte, mais il y avait aussi une certaine implication des puissances étrangères, une assistance, parce que Mobutu avait des accords c'était lui l'homme des Occidentaux, justement. C'était lui l'homme des Occidentaux. Oui, mais aussi même la formation des non-militaires. Et souvent j'apprends, voilà, nous sommes infiltrés, notre armée est infiltrée. Écoutez, il existe un code pénal militaire dans ces pays. La trahison, l'espionnage, la désertion sont sanctionnés par les codes pénals militaires. Mais si nous assistons à des cas de désertion, à des cas de trahison, nous ne pouvons qu'appliquer les codes pénals militaires congolais. Alors, mais pourquoi chercher à nous plaindre? Mais vous savez, mon cher frère, les États-Unis sont les premiers pays au monde à recourir à l'espionnage. Oui. Et tous les États du monde, bien qu'interdits par les droits internationaux, mais sont des moyens illicites. Tous les États au monde recourent à l'espionnage pour bénéficier de certaines informations, soit militaires, soit politiques, soit économiques. Et c'est à notre niveau de créer ce qu'on appelle le contre-espionnage. Justement. Même quand nous accusons parfois les Rwandais de nous espionner, mais nous pouvons aussi créer un contre-espionnage. Pourquoi nous, aussi, à notre tour, ne pas espionner les Rwandais? Parce que on les appelle les services d'intelligence. Les États-Unis ont à peu près 18 agences de renseignement. Donc ce sont des services d'intelligence. Dotons-les des moyens nécessaires. Nous, apparemment, nous avons qu'un seul service, l'ANER, ou bien nous avons l'ANER des MIAP. L'ANER est civil et des MIAP est beaucoup plus militaire. Voilà. Mais c'est question de les équiper, de les organiser, de leur donner des moyens nécessaires et ils nous fourniront du bon travail. Et puis aussi peut-être chez nous, éviter aussi la politisation de ces services. C'est ça en fait, c'est aussi un problème. Éviter le clientélisme, le népotisme,
Et nous devons travailler pour la formation de nos militaires, pour l'encadrement de nos militaires. C'est très important, mon cher frère. Parce qu'un pays, c'est comme vous construisez une maison, vous n'avez pas un gardien. Donc à tout moment, des voleurs peuvent passer et vous prendre des ciments, vous prendre des barres de fer et autres. Et là, c'est comme mais vous comptez sur la bonne foi du voleur. Voilà, c'est ce que nous vivons. Ouais. Nous devons corriger tout ça pour que ça ne se répète plus. Il n'est pas tard. Le Congo est une grande nation. Nous avons des atouts nécessaires pour nous développer. Il est simplement question de prendre conscience. Voilà. Mais je m'en voudrais de ne pas évoquer avec vous les sanctions des Nations Unies contre le Rwanda pour son implication dans cette guerre en République démocratique du Congo. Beaucoup y voient comme un début de solution à la crise actuelle, notamment marquée par cette guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Quelle est votre analyse? Bon, des sanctions sont aussi un message. C'est aussi un instrument d'expression dans les relations internationales. Parce que les États agissent soit par des sanctions, soit par la diplomatie, soit par la guerre. Même la guerre est un instrument d'expression. C'est-à-dire qu'un État peut arriver à exprimer son mécontentement par la guerre. Un État peut arriver à manifester son comportement par la diplomatie, même par des sanctions. Ce sont des moyens. Parce que nous aussi, il n'y a pas longtemps, nous avons interdit les survols des aéronefs rwandais. C'est un moyen d'expression. De tous les avions matriculés au Rwanda. Voilà. Ce sont des instruments d'expression dans les relations internationales. C'est un moyen de communication. Ce sont des messages. Les États communiquent à travers ces messages. C'est une façon pour la République démocratique du Congo d'exprimer son mécontentement. Et même ces sanctions-là de l'Union européenne, de la Grande-Bretagne, sont aussi des moyens par lesquels ces États-là ont communiqué. Mais du moins, je crains qu'il y ait duplicité dans ces messages aussi. C'est-à-dire qu'ils prennent des sanctions parce que les Rwandais lui-même s'en est foutu. Pour dire que voilà, ces sanctions, en fait, qu'ils ne craignaient pas ces sanctions. Alors, je crains qu'il y ait duplicité. Mais du moins, si cela est vrai, c'est aussi un changement de comportement dans les relations internationales. Mais du moins, au-delà de toutes ces sanctions, au lieu d'attendre tout de la communauté internationale, nous avons notre propre responsabilité en tant que Congolais. Parce que ceux qui meurent sont des Congolais. Le pays agressé, c'est la République démocratique du Congo. C'est à nous de nous assumer, de conjuguer tous les éléments constitutifs de la puissance que je venais de vous citer tout à l'heure. Voilà, et le travail peut déjà commencer maintenant. Donc, pas à pas, on pourra y arriver. Donc, on ne peut plus tarder. C'est-à-dire ici, il nous faut des restrictions. Il faudra aussi de bonnes décisions. Il suffit, par exemple, de voir comment mettre fin au coulage des recettes publiques. Mais quand je parlais que nous devons mettre fin à l'impunité, au détournement, aux fraudes, parce que toute cette planification stratégique nécessite des moyens. Alors, au lieu d'attendre des moyens des partenaires étrangers, nous devons compter sur nos propres moyens. Et la seule façon de compter sur nos propres moyens, c'est d'abord par réduire les trains de vie des institutions et supprimer... Et ça, déjà, le chef de l'État l'avait dit, supprimer certaines institutions qui sont budgétivores. Vous comprenez? Et comme ça, ces ressources supplémentaires peuvent nous permettre de financer les autres secteurs de la vie nationale. Parce que la puissance est multidimensionnelle, elle est intégrale. Seulement. Et voilà, mais c'est vrai que vous êtes un scientifique, pas vous-même politique, mais la cohésion nationale passe également par l'entente entre différents acteurs politiques. Si ces acteurs politiques n'arrivent pas à parler le même langage, est-ce qu'on sera en mesure de mettre sur les rails tous ces trains de mesures pouvant nous permettre à construire un État puissant? Bon, maintenant, nous pouvons privilégier l'intérêt supérieur de la nation parce que la République est en danger, l'État est en danger. Au-delà de nos considérations politiques, l'unité nationale, la cohésion nationale sont indispensables. Parce que ce n'est que dans l'unité que nous pouvons réussir. Ce n'est pas en se divisant. Parce que nous diviser, c'est encore nous fragiliser et créer d'autres cas de traîtrise ou de trahison. Donc, des fissures par où peut passer le poison, justement. Nous avons intérêt à nous unir en ce moment. Parce que le moment est crucial.
Le moment est crucial. En tout cas, je suis très très heureux de vous avoir reçu, M. Blaise Dibaya, chercheur en relations internationales. Merci, messieurs les journalistes. C'est de cette façon que nous pouvons contribuer au bien-être de notre pays. Nous n'avons pas des armes, c'est par nos idées, c'est par nos analyses en tant que chercheurs. Mais nous aimerions aussi que nos orientations, nos résolutions soient prises en compte par les décideurs. Par les décideurs. Parce que partout ailleurs à travers le monde, ce sont des hommes de science qui proposent des orientations aux décideurs, des appuis. Nous sommes comme des médecins de la société. Et nous proposons des thérapeutiques pour que notre société aille de l'avant. Et je crois que nous serons écoutés et ça pourra être une très bonne chose. Vous serez écoutés, puisque nous vous écoutons, nos téléspectateurs vous écoutent, nos auditeurs Digital Congo FM vous écoutent également. Nous avons aussi vu ce tête-à-tête Donald Trump, le président Zelensky, et la réaction de la France qui a fait jaser surtout en République démocratique du Congo. La France qui dit, voilà, nous avons fait le choix d'aider l'Ukraine parce que la Russie, c'est l'agresseur, l'Ukraine, c'est le pays agressé. Et beaucoup se disent, mais pourquoi est-ce qu'on ne voit pas la même attitude de la France pour la République démocratique du Congo? Vous aussi, vous avez été choqué. Bon, vous savez que Samuel Huntington disait dans son ouvrage « Les chocs des civilisations », les affinités et les différences culturelles déterminent les relations entre les peuples. Les peuples qui se sentent unis par la culture se sentent aidés et coopèrent mutuellement parce qu'ils sont traversés par les mêmes courants esthétiques et philosophiques. Vous comprenez? Donc, si vous prenez Macron, la France et l'Ukraine, ce sont des Européens. C'est-à-dire quelque part, ils sont unis par la culture. Et vous verrez que même par rapport à cette crise que nous vivons ici, et si vous voyez, parce qu'il y avait un élément culturel que je n'ai pas pu développer parmi les éléments constitutifs de la puissance. Et j'allais en revenir, mais du moins de manière superficielle. C'est-à-dire que l'identité culturelle joue un rôle très important dans les relations entre les États. Et vous verrez, même les États de l'Est se sentent unis avec le Rwanda. Même l'Ouganda. Oui, on le sent. Le Burundi. Parce qu'ils sont traversés, c'est ce que Samuel Huntington appelait, ils sont traversés par le même courant esthétique et philosophique. Donc, l'identité culturelle définit les relations entre les peuples. Et il n'est pas étonnant que vous voyez que le comportement d'Emmanuel Macron soit différent de celui de Donald Trump. Et parce que même dans la culture, il y a ce qu'on appelle différents degrés d'hétérogénéité culturelle. Ça dit quoi? Dans chaque culture, il y a des facturations. Par exemple, il y a un élément identitaire commun pour les Bakongo. Mais quand vous entrez dans les Bakongo, vous trouvez qu'il y a des spécificités pour chaque tribu. Oui, je le comprends parce que moi-même, Effectivement. Ça, on appelle différents degrés d'hétérogénéité au sein d'une même culture. Bien que les États-Unis et la France soient tous de l'OTAN, mais il y a différents degrés d'hétérogénéité culturelle. C'est ce qui a justifié le comportement de Macron par rapport à Donald Trump. Donc c'était peut-être une erreur pour nous aussi d'aller adhérer à l'EAC. Donc ça veut dire que nous avons une mauvaise lecture des relations internationales. Je l'ai toujours dit. Et sans peur de m'être contredit. Nous avons une conception erronée. En fait, nous avons une conception religieuse. Parce que l'État... En fait, nous avons un État laïque. La bonne foi. Le Congo est un État laïque. Ça dit qu'au-delà des considérations religieuses, le Congo doit être géré par des principes, par des règles. Et parfois, nous avons tendance à confondre l'Église et l'État, la religion. Non, nous prions. Et parfois, mais parfois même, j'ai suivi quand le ministre Moutamba parlait de la peine des morts. Mais il était contredit. Non, mais en fait, nous devons passer par là. Non, voilà. Nous sommes un État laïque, chers frères. On n'est pas ici dans l'Église. Et les relations internationales ne sont pas des relations d'église. Il n'y a pas de solidarité. Ce sont des relations d'intérêt. Comme disait Machiavel, l'État est un monstre froid qui n'a ni d'amis ni d'intérêt, qui n'a que des intérêts à défendre. Ça dit qu'aujourd'hui,
les intérêts peuvent faire de nous amis, et demain, les mêmes intérêts peuvent faire de nous ennemis si je ne me retrouve pas. Très bien. Donc, il n'y a pas de complaisance. Voilà. Et voilà, ceci est dit, j'espère aussi c'est aussi votre dernier mot. En tout cas, votre contribution, votre rapport a été très, très, très enrichissant. Merci d'être passé. Cette émission se termine par ici, mais nous aurons l'occasion de vous recevoir parce que de tels enseignements peuvent bien permettre à la République démocratique du Congo de tracer un bon pas pour les années à venir, de manière à ce que nous puissions construire un État beaucoup plus puissant, un État que nous pourrons léguer avec fierté à nos enfants, puisqu'à l'état actuel, quelque part, le front est vraiment baissé, hein? Il n'est pas levé, comme nous chantons dans l'hymne national. Mais il faudrait commencer, le travail doit se faire déjà maintenant. C'est vrai à travers des campagnes de sensibilisation, mais surtout également à travers la sensibilisation sur le plan scientifique, hein, éveiller les esprits. Merci beaucoup à vous, M. Blaise Dibaya. Merci, c'est à moi de vous remercier. Alors, merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Ce n'est qu'une partie remise. La télévision, c'est également le temps. M. Blaise Dibaya, nous le promettons, reviendra pour que nous puissions encore mieux décortiquer l'actualité en République démocratique du Congo, mais également dans le contexte général des relations internationales. Merci. Au revoir chez vous. M. Blaise, en tout cas...